Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler de reflux gastrique et de hernie hiatale. Alors cette vidéo elle fait suite à la précédente qui a suscité beaucoup d'intérêt. J'avais fait une vidéo sur les médicaments type esoméprazole, lansoprazole, pantoprazole, etc. en soulignant le fait qu'il était beaucoup trop prescrit, qu'il y avait beaucoup de mésusages, donc des utilisations de ce type de médicaments qui dépassaient largement le cadre de leur indication. Et du coup, en commentaire, beaucoup de personnes sont revenues sur les problèmes de reflux en disant « Mais du coup, que faire quand on a des reflux ?» Et à côté de ça, beaucoup de personnes ont souligné le fait qu'ils avaient une hernie hiatale qui était la cause justement de leur reflux. Donc, dans cette vidéo, on va faire un petit peu une suite pour approfondir et on va revenir sur le reflux. Qu'est-ce que c'est? Ça donne quoi comme symptômes? Et de quelle manière on peut le soulager au-delà de l'utilisation de ce type de médicaments. Et on fera un petit mot sur la hernie hiatale pour comprendre un petit peu ce que c'est et voir qu'est-ce qu'on peut faire justement quand on en a une qui pose problème. Attention, j'ai bien dit qui pose problème. Alors on revient sur le reflux. Le reflux gastro-œsophagien, ou en médecine on dit le RGO pour faire plus rapide. Qu'est-ce que c'est? Eh bien tout simplement en fait c'est le passage de l'acide que vous avez dans l'estomac, de l'estomac vers l'œsophage. Alors ce RGO il peut être physiologique, c'est-à-dire que ça concerne un petit peu tout le monde, d'avoir voilà, des remontées d'acide, qui sont la plupart du temps d'ailleurs asymptomatiques, peu gênantes. C'est bénin, c'est intermittent, ça pose pas de problème. Et parfois même, on peut le ressentir, mais sans que ce soit vraiment un grand souci. Vous avez mangé X aliments, vous dites j'ai des petites remontées acides, bon c'est ponctuel, banal, vous vous en prenez, vous vous en souciez pas plus, ça passe à faire classer. Après, au-delà de ça, on va avoir le RGO pathologique, celui qui vraiment va susciter des symptômes gênants et au-delà des symptômes, des conséquences sur votre anatomie. Parce que l'acidité dans l'œsophage, c'est pas bon, ça va abîmer l'œsophage, ça peut donner ce qu'on appelle des sténoses peptiques, c'est-à-dire que l'œsophage va se resserrer. Enfin bref, je rentre un petit peu plus dans le détail peut-être après, mais avant d'aller dans les choses un petit peu compliquées, on va revenir sur les symptômes. Quels sont les symptômes du RGO quand il est symptomatique? Eh bien, les grands symptômes, il y en a deux. Après, je parlerai des symptômes, on va dire, parfois plus anecdotiques, mais qui restent présents souvent. Eh bien, les grands symptômes, ce sont tout simplement les brûlures, les remontées acides. Donc, quand on a cette sensation de brûlure qui va de l'estomac vers le haut, en médecine, on utilise un terme qui s'appelle le pyrosis. D'accord? Cette sensation de feu, de brûlure à ce niveau-là, qui va de là jusque là. Donc, la brûlure, pardon, et deux, les régurgitations, c'est-à-dire des remontées d'aliments sans effort de vomissement ou sans sensation de nausée. Donc, quand on a cette association chez quelqu'un de brûlure plus remontée d'aliments, bon, voilà, on a quand même un diagnostic assez facile de reflux gastro-œsophagien. Mais au-delà de ces symptômes qui sont assez typiques, on va avoir quand même des symptômes parfois pas forcément très typiques. Je m'explique. On peut avoir par exemple de la toux. Voilà, une toux qui persiste, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on peut avoir une irritation justement au niveau des bronches du fait de l'inhalation de cette acidité. Donc voilà, par exemple, la toux, ça peut être un des symptômes un petit peu trompeurs. On peut avoir les douleurs rétrosternales, ici au niveau de la poitrine, qui peuvent faire paniquer certains en se disant « Oh, j'ai quelque chose au cœur », alors qu'au final, ce sont des douleurs liées au reflux. On peut avoir ensuite un enrouement de la voix, pareil, ça va être lié à l'acidité. On peut avoir des érosions au niveau des dents, enfin, c'est-à-dire une altération de l'émail des dents, des problèmes de dents. On peut avoir des gingivites, une inflammation des gencives. On peut avoir des sensations bizarres dans le fond de la bouche. Je réfléchis si j'oublie rien, j'essaye de faire en partant du haut et en descendant un petit peu. J'ai parlé de la voix, j'ai parlé de la toux, j'ai parlé des douleurs. Bon, vous voyez, il y a différents symptômes aussi qu'on peut potentiellement rattacher au reflux. Si vous en avez d'autres, je vous invite à les mettre en commentaire. Et du coup, à un stade beaucoup plus évolué, si le reflux est devenu méchant, entre guillemets, qu'il vous a abîmé l'œsophage, eh bien, ça peut donner des problèmes aussi pour avaler. Parce que je vous ai dit qu'on peut avoir des sténoses, ce qu'on appelle des sténoses peptiques, c'est-à-dire que l'œsophage
eh bien, se ferment à certains endroits. Et bien ça, du coup, pour manger, c'est un petit peu compliqué. Et dans le cas extrême, c'est quoi la grande complication du reflux? Pourquoi le reflux, en fait, c'est dangereux, c'est compliqué? Est-ce que vous savez? Je vous donne quelques secondes. Bon, effectivement, il y a la sténose, je viens d'en parler, mais il y a quoi? Eh bien, en fait, il y a ce qu'on appelle, c'est un mot compliqué, c'est l'endobrachyœsophage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans votre estomac, vous avez une certaine muqueuse, ensuite vous avez une genre de barrière naturelle, et vous avez celle de l'œsophage. Elles ne sont pas pareilles. Et celle de l'œsophage n'est pas adaptée à l'acidité de l'estomac. Et donc, si tout le temps, on a de l'acide sur la muqueuse de l'œsophage, on va avoir une genre de transformation, voilà, de cet œsophage. Et cette transformation peut aboutir à, dans un cas extrême, un cancer de l'œsophage, enfin un adénocarcinome. Donc, vous voyez, ça, c'est la grande complication qu'on veut éviter. Enfin bref, je suis revenu sur le reflux, sur ses symptômes. Les grands symptômes, les plus petits symptômes, les complications. Maintenant, grande question, parce que dans cette vidéo, on va avancer tout doucement vers les solutions à mettre en place. Mais pour mettre des solutions, il faut comprendre. Pour comprendre ce qui se passe, eh bien, tout simplement, on va essayer de répondre à cette question. À quoi est dû ce reflux? Pourquoi cet acide ne reste pas dans l'estomac? Eh bien, la plupart des cas, on va avoir une fragilité de la barrière entre l'estomac et l'œsophage. D'accord? On a un genre, je ne vais pas dire de clapet, souvent on utilise le mot clapet. C'est un petit peu imagé, mais pour dire voilà, qu'il y a une barrière naturelle qui est normalement faite entre l'estomac et l'œsophage, un sphincter en fait, un sphincter. Et si on a une faiblesse à ce niveau-là, eh bien, on va avoir cette acidité qui va remonter. Qu'est-ce qui va favoriser aussi cette remontée d'acide au niveau de l'œsophage? Eh bien, c'est quand même l'augmentation de la pression au niveau de l'abdomen. Vous comprenez bien que si je vous comprime comme ça le ventre, même si vous avez un genre de petit clapet au-dessus, au bout d'un moment, pouf, hein, ça saute, hein, ça ne résiste pas. Grande question, mais je pense que vous êtes assez malin, vous allez deviner. Citez-moi une grande cause, s'il vous plaît, qui va augmenter la pression au niveau du ventre. C'est pas compliqué. Non, vous ne trouvez pas? Je suis sûr qu'il y en a qui ont trouvé. Tout simplement, c'est le surpoids, l'obésité. Vous imaginez bien que si vous avez une bonne bidoche, eh bien, quand même, ça appuie sur l'estomac. Surtout si la nuit, vous êtes allongé, qu'elle vous appuie comme ça, elle vous comprime le bide. Bon, d'ailleurs, j'avais vu un commentaire dans la vidéo précédente sur l'oméprazole d'une personne qui disait, voilà, je mange bien, je fais ci, je fais ça, je fais attention. Bon, j'ai un petit surpoids de 20 kilos, mais sinon, je fais ça. Bon, je lui dis, monsieur, ou madame, je ne sais plus, je reviens sur, j'ai un petit surpoids de 20 kilos. Hein, je veux dire, vous imaginez bien, prenez-vous votre exemple, imaginez qu'on vous rajoute 20 kilos sur le ventre. Bon, évidemment, les 20 kilos ne sont pas que sur le ventre, mais il y a une grande partie, surtout pour les hommes, où la graisse a une bonne répartition abdominale, quand même, hein, on ne va pas se mentir, ça augmente la pression. Mais au-delà des histoires de poids, de surpoids, qu'est-ce qui peut faire augmenter la pression au niveau du ventre? Eh bien, là, les efforts de tout. Quelqu'un qui tousse tout le temps. Alors, un grand fumeur, qui va avoir une bronchite chronique, etc., qui est tout le temps en train de tousser, quand vous toussez, vous augmentez la pression au niveau abdominal. Après, on peut prendre le cas des femmes enceintes. Si vous avez déjà été enceinte, peut-être que vous avez eu cette expérience des reflux pendant la grossesse. C'est un petit peu comme l'histoire du surpoids, de l'obésité, etc. On a cette pression abdominale qui augmente. Ensuite, on va avoir après tout ce qui est lié à l'alimentation. L'alimentation, il y a quelque chose qui est grand pourvoyeur d'ailleurs d'acidité, enfin de reflux, c'est l'alcool. L'alcool, ça joue beaucoup. Le tabac, ça joue. D'ailleurs, j'ai vu un commentaire aussi d'une personne qui dit, voilà, moi je fumais beaucoup, j'ai arrêté le tabac, les reflux se sont arrêtés. Mais oui, le tabac est un facteur de risque pour les reflux. Après, on a l'alimentation trop riche, trop copieuse, trop grasse, qui va jouer. Et puis, il y a surtout aussi le fait d'avoir une grosse stase gastrique. Ça veut dire quoi? Le fait d'avoir l'estomac plein. Le bon exemple, c'est de se dire, voilà, j'ai bien mangé le soir, j'ai fait un gros repas, après je vais dormir, direct position allongée, bon, vous n'avez même pas eu le temps de digérer, vous doutez bien que là, on peut plus avoir facilement des remontées acides. Donc, je réfléchis un petit peu si j'oublie rien de spécial. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire signe. Mais en tout cas, voilà pour, on va dire, les grandes causes de reflux.
le reflux gastro-œsophagien. Bon, bah maintenant, tout simplement, si on veut essayer de mettre en place des choses plus ou moins naturelles pour éviter d'avoir ce reflux, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, déjà, vous l'aurez compris, si on a un gros surpoids, si on a un gros ventre, hein, lié avec de la graisse, une des solutions quand même à mettre en place, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, j'entends, c'est quand même de perdre du ventre. Ça, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ensuite, le tabac. Toujours, hein, mais ça revient pour tous les problèmes de santé. Arrêtez le tabac. Alcool. Moins d'alcool. Les repas. Moins gras, moins copieux. Le soir, évitez de je mange un gros truc, je vais me coucher. Non, attendez au moins que c'est passé de l'estomac aux intestins. Attendez au moins 2-3 heures après le repas avant d'aller vous coucher. Même si je sais, je comprends, moi c'est pareil, des fois on a une grosse journée, on rentre le soir, on est claqué, on mange, on s'endort sur le fauteuil. C'est un classique, je sais, mais il faut que ça reste, voilà, des choses qui sont occasionnelles. Il faut essayer de mettre en place des petites stratégies pour éviter que ça arrive. Donc voilà, éviter les grosses stases gastriques. Ensuite, essayez peut-être de surélever aussi le lit, enfin le lit, mettre des oreillers, peut-être dormir à 45 degrés, vous voyez, pour ne pas être en position trop allongée. Ça peut être aussi une petite aide. Il y a quelque chose aussi d'important, ça c'est un peu moi qui le dis, mais je pense que beaucoup seront d'accord avec moi, le stress, ça joue. Hein, donc après, mettre en place aussi des petites mesures. Tout ce que je dis, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je suis d'accord, mais moi je vous donne des pistes. Après, vous voyez ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre en place. D'accord? Mais le stress, évidemment, peut jouer, comme sur plein de problèmes, ça je le répète dans beaucoup de mes vidéos. Je réfléchis un petit peu, qu'est-ce que je peux dire de plus. Après, en termes de, entre guillemets, médicaments, pas vraiment médicaments. Il y a quelque chose, c'est pas la panacée, c'est pas un truc miraculeux, mais chez certains qui ont potentiellement parfois des petits symptômes liés à l'acidité, qu'est-ce qu'on peut potentiellement mettre en place? Il y a l'argile verte. Bon, voilà. J'en ai posé la question à un gastro-entérologue, il m'a dit, bof, c'est pas ouf, mais pourquoi pas tenter. Donc l'argile verte, voilà, c'est un argile tout simplement, vous mettez dans l'eau et puis vous laissez un petit peu et vous buvez l'eau. Vous ne buvez pas l'argile, vous buvez l'eau. Alors une demi-heure avant les repas, à distance des prises de médicaments parce que ça diminue l'absorption des médicaments et potentiellement ça peut vous aider. Après attention, comme j'ai dit, peut-être éviter quand même chez les personnes qui ont plein de médicaments, éviter chez les personnes qui ont une grosse tension parce qu'il y a beaucoup de sodium avec l'apport d'argile, donc ça peut faire monter la tension. Attention aussi aux personnes qui sont très constipées parce que ça va augmenter justement la constipation. Et puis si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi l'huile de paraffine, si vous en prenez, c'est un médicament pour la constipation. Ça mélangé avec ça, c'est pas bon, ça augmente un petit peu les risques. Donc voilà un petit peu les mesures qu'on pourrait mettre en place. J'essaie de voir un petit peu en réfléchissant si j'oublie rien de spécial. C'est déjà pas mal. Après, il y a l'activité physique aussi qui est importante. Et puis, je pense que c'est déjà bien. Après, en termes de traitement, au-delà de ceux dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, comme l'oméprazole, les oméprazoles, etc., on a les alginates, les petits sachets à boire, qui peuvent être des petits pansements au niveau de l'œsophage, qui peuvent soulager, sachant que c'est des traitements qu'on va prendre de manière ponctuelle quand on est vraiment très gêné. Et pour faire un nouveau petit aparté sur l'oméprazole et les oméprazoles, attention à pas mal comprendre le message que j'ai passé dans la vidéo précédente. Je ne dis pas que c'est un médicament diabolique, qu'il ne faut pas le prendre, que moi-même je ne le prescris pas. Bien sûr que je le prescris. Moi, je parle du mésusage, du fait qu'il y a trop de personnes qui prennent ça tous les jours depuis des mois, des années. C'est ça qui n'est pas bon. D'accord? Après, le fait de prescrire dans la bonne indication, pendant la bonne durée, à la bonne posologie, il n'y a pas de problème. C'est un très bon ratio bénéfice-risque. Pas de souci chez quelqu'un qui a un reflux comme ça, symptomatique, gênant, invalidant, sans grosse cause derrière. Un traitement par IPP pendant entre 2 et 4 semaines, et puis ça soulage, c'est parfait, c'est nickel. Après, on arrête. Mais il faut savoir, voilà, arrêter. Et si à l'arrêt du traitement on est toujours gêné, c'est qu'il y a quand même un autre problème qu'il faut explorer ou qu'il faut mettre en place les mesures hygiéno-diététiques dont je viens de parler. D'accord? Après, pour terminer un petit peu la vidéo, beaucoup de personnes ont dit oui, mais moi j'ai une hernie hiatale. Tout le monde ne sait pas c'est quoi une hernie hiatale, donc déjà je vais l'expliquer. Donc, vous imaginez qu'entre ici où on a le cœur, les poumons, et en bas tout ce qu'on a œsophage, intestin, on a un genre de mur, un genre de plafond, c'est le diaphragme, d'accord? Et à ce niveau-là, on a un trou quand même pour laisser passer le tuyau qui va de l'estomac jusqu'en haut. Il faut bien que ça passe quand même, quelque part.
Eh bien, la hernie hiatale, c'est quand l'estomac qui est en dessous de ce trou, voilà, il passe là-dedans. Bon, désolé, voilà, vous avez compris. Enfin bref, il passe là-dedans, et puis bah, ça peut être source de reflux. Pas tout le temps, mais parfois, ça peut l'être. Et du coup, là, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut un avis quand même spécialisé, parce que en fait, en fonction justement de la hernie hiatale, qu'on va bien voir en fibroscopie, de sa taille, des symptômes associés, il y a quand même souvent la proposition de chirurgie qui est faite. On veut réparer cette hernie pour empêcher d'avoir ce reflux qui va persister tout le temps et qui peut à terme provoquer les conséquences dont j'ai parlé, c'est-à-dire la transformation de l'œsophage, etc., etc., etc. Donc, il y a des techniques comme ce qu'on appelle la fondoplicature, la technique de Nissen. En fait, vous voyez l'estomac, ça fait... désolé, j'ai pas de dessin, mais ça fait une bulle comme ça en haut. On prend cette bulle et on l'enroule à la base de l'œsophage. Ça resserre un petit peu, d'accord? Comme ça, on a moins de choses qui passent entre guillemets. Mais c'est une technique de chirurgie, voilà, qu'on peut proposer sur les hernies hiatales. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur la hernie hiatale. Il n'y a pas grand-chose de plus à savoir. Il faut savoir ce que c'est, ce que ça implique en termes de conséquences et qu'est-ce qu'on peut proposer dessus pour justement la guérir. Et après, évidemment, il y a chez certaines personnes où c'est compliqué de proposer des techniques de chirurgie pour différentes raisons. Là, je ne vais pas trop m'attarder, mais vous imaginez bien que chez certaines personnes, on ne peut pas opérer pour ça, pour ça, pour ci. Vous comprenez bien. Et du coup, après, pour ce qui est du traitement de longue durée de l'oméprazole, les oméprazole, pantoprazole, chez ces personnes, bah, on fait la balance bénéfice-risque. Hein, j'ai parlé des effets indésirables quand même au long terme de la prise de ce genre de médicaments, mais quand on sait que sur un gros reflux chronique qui va durer pendant des années, on risque un cancer de l'œsophage, etc., bon, bah, on se dit, on va mettre des IPP quand même. Vous voyez ce que je veux dire? La médecine, c'est aussi cette balance entre cette balance entre les bénéfices, les risques. C'est vraiment du cas par cas aussi. D'accord? Bon, enfin bref, j'espère que vous aurez compris, que vous aurez appris beaucoup de choses. J'espère que ça n'a pas été trop long. Waouh, 17 minutes j'ai parlé. Hein. Moi, quand je parle, des fois, je ne me rends pas compte de combien de temps je parle. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez quand même accroché, appris certaines choses, que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions si vous en avez. Quand j'ai le temps, souvent soir, etc., j'essaye de répondre à vos questions. Hein, sur la vidéo précédente, je pense que j'étais assez réactif. J'ai bien répondu. Et puis, bah voilà, tout simplement, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!